Quand nous regardons en arrière à travers les décennies, nous sommes témoins d'une révolution mondiale sur plusieurs fronts. Plus de femmes et d'hommes utilisent des méthodes modernes de planification familiale, une utilisation qui a augmenté jusqu'à 55% à travers les pays en développement. Les enfants sont en meilleure santé et les décès d'enfants âgés de moins de 5 ans ont chuté à 7%. La mortalité maternelle est en baisse, passant de 450 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1990 à 290 en 2009. Et les filles sont plus instruites, avec près de 85% des filles finissant leurs études primaires, un exploit remarquable. Mais on est malheureusement en retard pour un défi. La malnutrition chez les mères et les enfants qui continue d'imposer un coût exorbitant dans le monde entier, bien que des solutions existent. Aujourd'hui, la malnutrition contribue au décès de millions d'enfants chaque année, ce qui se traduit par plus d'un décès d'enfants sur 3. Jetons un coup d'œil à notre graphique sur les tendances pour voir comment la malnutrition a changé au cours de ces 20 dernières années à travers le monde. Ici, nous avons le graphique en bulle où nous allons mettre l'accent sur la relation entre la malnutrition et l'espérance de vie. Sur l'axe de gauche, nous avons le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique avec un retard de croissance ou une taille inférieure pour leur âge. Cet axe va de 0 à 75%. Sur l'axe en bas, nous avons l'espérance de vie, ou le nombre moyen d'années qu'un nouveau-né peut espérer vivre, passant de 25 à 80 ans. Chaque couleur représente une région différente du monde. Donc en commençant par le rouge, nous avons l'Asie et le Pacifique. L'orange représente l'Asie centrale et l'Europe, le jaune est pour l'Amérique du Nord et du Sud, le vert est pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le bleu clair est pour l'Asie du Sud, et le bleu foncé est pour l'Afrique subsaharienne. Ces pays sont situés plus vers l'arrière du peloton, avec une espérance de vie plus faible en 1988, et la taille de chaque bulle correspond à la taille de la population d'un pays, donc plus la bulle est grande, plus la population est nombreuse. En 1988, on commence à voir une association. Les pays avec des niveaux bas de retard de croissance ont une espérance de vie plus élevée. La grosse bulle bleu clair ici est le Bangladesh, où environ 70% d'enfants ont un retard de croissance et une espérance de vie de seulement 52 ans. Également, il y a 20 ans, où on voit que les pays nord- et sud-américains, en jaune, sont éparpillés sur le graphique des tendances. La Bolivie et le Pérou ont un taux de retard de croissance de 40%. Tandis que le Brésil a un pourcentage significativement plus faible, 21% d'enfants ont un retard de croissance. Et cette grosse bulle jaune ici en bas représente les États-Unis, avec seulement 3% des enfants avec un retard de croissance et une espérance de vie de 75 ans en 1988. Regardons maintenant ce qui s'est passé au cours des décennies, et gardez à l'esprit qu'au fur et à mesure que le temps passe, de nouveaux pays se rajouteront sur l'écran. Tout de suite, vous pouvez voir les pays se déplacer vers la droite pendant que l'espérance de vie augmente, et quelques pays qui rebondissent de haut en bas en essayant de réduire les niveaux de malnutrition chronique. Cette grosse bulle rouge est la Chine. Et quand nous arrivons en 2006, nous voyons que la plupart des pays se sont déplacés vers ce coin en bas à droite avec une diminution des taux de retard de croissance et une espérance de vie supérieure. Alors que les pays d'Asie du Sud en bleu clair ont certainement fait des progrès pour augmenter l'espérance de vie à la naissance, des pays comme le Bangladesh, l'Inde et le Népal continuent d'avoir des taux élevés de retard de croissance, près de 50%. En regardant les pays de l'Afrique subsaharienne, en bleu foncé, nous pouvons voir qu'ils couvrent un large éventail du graphique en 2006. Certains de ces pays ont des taux de retard de croissance qui sont comparables à ceux de l'Asie du Sud.
Alors, des pays comme le Ghana et le Togo ont des taux inférieurs de retard de croissance et une estimation d'espérance de vie plus grande. Et parmi les pays d'Amérique du Nord et du Sud en jaune, le Pérou a fait d'importants progrès pour diminuer le retard de croissance au cours des 2 dernières décennies. Et le Brésil et le Chili d'excellents progrès dans la diminution des retards de croissance et l'amélioration de l'espérance de vie. 2 pays qui ont fait des investissements majeurs dans les politiques et les programmes visant à réduire la malnutrition. Ce que ce graphique en bulle nous montre est qu'il y a une association entre la malnutrition de la petite enfance et la santé d'une personne, même beaucoup plus tard dans sa vie. Un enfant bien nourri se développe en adulte avec moins de maladies chroniques qui peuvent mettre fin prématurément à la vie. L'amélioration des résultats de croissance dans l'enfance peuvent avoir une longue portée à l'âge adulte. Qu'est-ce que l'expérience et la recherche sur les interventions en nutrition nous ont appris au fil des années? Ils nous ont appris que la nutrition est un investissement intelligent, car elle aide les enfants à atteindre leur plein potentiel, offrant des bénéfices pendant toute la vie. La nutrition est un investissement intelligent parce qu'elle accélère les progrès sur des cibles clés de santé mondiale, y compris la réduction des décès et des maladies chez les mères et les enfants, nous aidant à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement 4 et 5. Et la nutrition est un investissement intelligent parce qu'elle accélère les progrès sur les cibles clés de développement économique. C'est vraiment difficile de penser à un autre investissement qui puisse accomplir autant. Les interventions nutritionnelles ajoutent de la valeur à l'ensemble de nos autres investissements, en les amenant à un niveau supérieur. Certains croient que nous n'irons pas plus loin, et nous ne pourrons peut-être pas voir des améliorations supplémentaires avec des investissements dans la santé, l'éducation ou la réduction de la pauvreté, à moins de lutter contre la malnutrition. Alors comment les investissements en nutrition aident à atteindre tous ces objectifs? Eh bien, l'histoire commence pendant l'intervalle d'opportunité des 1000 jours entre la grossesse et les 2 premières années d'un enfant. Cette période est le meilleur moment pour aider l'enfant à atteindre son plein potentiel et préparer le terrain pour le reste de sa vie. Regardons de plus près à quel point cette période est critique. À partir de l'utérus, avant la naissance, le fœtus est à risque si la mère manque de vitamines, minéraux et nutriments essentiels nécessaires pour le développement du cerveau, les os et les organes. Environ la moitié de toutes les femmes dans les pays en voie de développement souffrent de carences en vitamines et en minéraux pendant la grossesse. Une fois que le bébé est né, de la naissance aux 6 premiers mois, l'allaitement maternel précoce et exclusif, sans ajouter d'autres aliments ou liquides, est la meilleure façon de garantir un bébé en bonne santé. Et à partir de 6 mois, ajouter des aliments nutritifs solides en même temps que l'allaitement est absolument nécessaire pour s'assurer que l'enfant grandit correctement. La plupart des retards de croissance se passent dans cette période critique. Il n'y a pas de retour possible. Les effets de la malnutrition pendant cet intervalle de 1000 jours est presque toujours irréversible. Des dommages au cerveau, conduisant à des résultats scolaires médiocres et un QI bas, une croissance et un développement faibles, et de manière frappante, cette privation précoce augmente le risque d'un enfant à développer des maladies chroniques comme un adulte, ce que nous avions mentionné plus tôt. Les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques, toutes débilitantes et potentiellement mortelles, nécessitant des hospitalisations, une attention permanente et des soins plus tard dans la vie. Un autre grand défi est que la malnutrition chez les enfants peut se produire et persister pendant des années et nous ne pouvons pas toujours la voir. Ces 3 petites filles, Roshani, Rahman et Sonam, sont toutes originaires du même village éloigné en Asie du Sud. Les 3 filles ont le même âge, mais elles montrent des niveaux de développement très différents.
les 2 premières filles souffrent de retard de croissance et de sous-développement dû à une mauvaise nutrition, et il est peu probable qu'elles rattrapent leur retard et atteignent leur taille normale, ou leur poids normal, ou leur plein potentiel, comme leurs camarades sur la droite. La nature invisible de la malnutrition chronique met également en place une tendance que nous voyons se reproduire génération après génération. Ce cycle intergénérationnel de déficit de croissance commence avec une femme mal nourrie. Cette mère est chétive et a un plus grand risque de complications obstétricales. Elle risque d'accoucher d'un bébé de faible poids de naissance. Comme ce petit bébé qui est à risque élevé de maladie et de mort et a un plus grand risque de retard de développement affectif et intellectuel. Et elle est également susceptible de souffrir d'un retard de croissance dans ses premières années importantes pour le développement, qui également conduit à un faible poids et un retard de croissance dans les années d'adolescence. Et cela nous ramène à notre femme mal nourrie, et le cycle de la mauvaise nutrition se perpétue à travers les générations. La grossesse chez les adolescentes augmente également le risque de faible poids de naissance et ajoute à la difficulté de briser le cycle de malnutrition. Nous avons besoin de soutien pour une bonne nutrition pendant la grossesse et l'enfance, cet intervalle de 1000 jours d'opportunité. Ainsi, nous pouvons briser ce cycle de retard de croissance et le transformer en un cercle vertueux avec des mères et des enfants forts et en bonne santé. Maintenant, en plus de briser ce cycle, une bonne nutrition a également des bénéfices économiques. Les recherches ont montré que les investissements de nutrition sont une bonne affaire dans le contexte actuel de difficultés financières parce que les investissements dans la nutrition se paient eux-mêmes. Une alimentation saine pendant l'intervalle de 1000 premiers jours produit des bénéfices pour toute la vie pour les individus, les familles et les nations. Et cela inclut la production des joueurs de football les plus remarquables dans la Ligue. Les enfants en meilleure santé finissent plus d'années à l'école et ont de meilleures performances, ce qui conduit à un revenu personnel plus élevé et peut ajouter au moins 10% aux revenus cumulés dans sa vie. Une étude intéressante du Guatemala a montré que les garçons qui ont reçu des suppléments riches en protéines dans l'enfance, il y a 35 ans, ont gagné en moyenne des salaires 46% plus élevés à l'âge adulte que les garçons qui n'ont pas reçu des suppléments de protéines. Puisqu'une alimentation saine dans l'intervalle des 1000 premiers jours peut augmenter le rendement scolaire, les enfants bien nourris se transforment en une force de travail plus productive, et ceci peut signifier une amélioration dans la croissance du PIB jusqu'à 3% par an pour le pays. Et si l'on regarde le ratio coût-bénéfice, le coût des interventions clés en nutrition par rapport à l'épargne, l'investissement dans la nutrition produit des retours jusqu'à 16 fois plus grands que l'investissement initial. C'est une économie de 16 $ pour chaque dollar dépensé. Mais malgré le potentiel pour des bénéfices énormes, l'aide officielle au développement pour la nutrition est beaucoup trop bas. Selon l'Organisation pour la coopération et le développement économique, pendant que les contributions totales d'aide au développement pour la santé et pour le VIH-Sida ont considérablement et constamment augmenté au cours des années, l'aide pour la nutrition est restée nettement sous-financée. Nous devons financer des investissements prioritaires et lancer la mise à l'échelle des interventions immédiatement, parce que nous savons ce qui fait la différence. 3 ensembles d'interventions bien testés peuvent protéger les mères et les enfants, en commençant par s'assurer que les mères et les enfants ont accès à et consomment des vitamines et des minéraux essentiels. Deuxièmement, faire en sorte que les parents et le personnel de santé reçoivent des informations sur l'alimentation améliorée et les pratiques de soins et le soutien dont ils ont besoin pour nourrir leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Et troisièmement, s'assurer que les mères et les enfants ont accès aux bons aliments et à la bonne quantité de nourriture.
en plus d'avoir accès à des aliments thérapeutiques pour traiter les enfants modérément ou sévèrement malnutris quand c'est nécessaire. Durant la dernière décennie, nous avons appris beaucoup plus sur la manière dont ces interventions de base peuvent conduire à des améliorations rapides de la situation nutritionnelle. Jetons un regard sur 3 pays très performants. Ce sont des pays qui ont fait des progrès remarquables dans un très court laps de temps. En revenant maintenant à notre graphique des tendances une dernière fois, nous allons regarder le pourcentage d'enfants qui souffrent de malnutrition au Sénégal, en Thaïlande et au Brésil. Sur l'axe de gauche est le pourcentage des enfants qui sont en retard de croissance, et il va de 0 à 40%. Sur l'axe du bas est le temps, qui va de l'année 1987 à 2007. En 1987, nous constatons qu'au Sénégal, environ 28% des enfants étaient en retard de croissance. La Thaïlande avait 25% de retard de croissance et au Brésil, 22% des enfants étaient en retard de croissance. Voyons ce qui s'est passé au cours du temps. D'emblée, nous pouvons voir que la Thaïlande et le Brésil sont en baisse de façon spectaculaire, avec le Sénégal qui ne fait pas aussi bien et qui monte un peu, mais ensuite se rattrape et continue à aller vers le bas jusqu'en 2007. Les 3 pays ont globalement des taux de retard de croissance beaucoup plus faibles comparés à auparavant. Le Brésil a fait de grands progrès depuis les années 80. Le gouvernement a lancé un programme multisectoriel axé sur la santé, l'éducation et la nutrition, y compris un système de transfert de fonds qui fournit des coupons aux familles à faible revenu en s'assurant qu'ils peuvent s'acheter suffisamment de nourriture et les bons types de nourriture pour maintenir le bon état nutritionnel de leurs enfants. En Thaïlande, le gouvernement a mis en place un programme communautaire de nutrition impressionnant pendant les années 80 et le début des années 90, qui a réduit les retards de croissance à un taux de 3% par an, l'un des déclins les plus rapides jamais documentés. Et la Thaïlande a continué à faire des progrès au cours de la dernière décennie avec seulement environ 15% des enfants en retard de croissance en 2007. Pendant ce temps, nous voyons que même si le Sénégal a connu un démarrage plus lent, il a fait d'énormes progrès dans la réduction des retards de croissance depuis le milieu des années 90. Après 1993, avec le soutien de partenaires internationaux, le gouvernement du Sénégal a créé le programme d'amélioration de la nutrition pour réduire la malnutrition. Le programme a ciblé les districts les plus pauvres à l'aide de volontaires de santé des villages qui ont pesé et mesuré les bébés, fourni des compléments alimentaires aux enfants à risque nutritionnel et donner une éducation nutritionnelle aux mères et au personnel de santé. Des progrès rapides dans la réduction de la malnutrition sont possibles, comme ces excellents exemples l'ont prouvé. Aujourd'hui, nous avons des opportunités sans précédent pour faire une différence et élargir les interventions en nutrition plus que jamais. De nouvelles initiatives mondiales en santé créent des possibilités pour intégrer la nutrition dans les interventions de santé à base communautaire, comme nous l'avons vu dans le succès de la réduction des retards de croissance au Sénégal. De nouveaux efforts pour s'attaquer à la crise alimentaire mondiale, grâce à un investissement élargi dans la sécurité alimentaire et les programmes de développement de l'agriculture, offrent plus de possibilités d'introduire et d'élargir les interventions clés en nutrition. Il y a des partenariats publics-privés innovants entre les agences et l'industrie de la transformation alimentaire, ce qui pourrait élargir considérablement la consommation des vitamines et minéraux essentiels. Sur l'écran, voici l'exemple de l'Égypte, où la farine est fortifiée en fer et acide folique et cuite au four à pain. Nous travaillons également pour créer de nouveaux produits qui fournissent des vitamines et des minéraux directement aux enfants à risque de carence en micronutriments. Par exemple, les sprinkles, qui viennent en petits sachets comme des sachets de sucre, contiennent un mélange de micronutriments sous forme de poudre. Et il est facile d'en saupoudrer les plats qui sont préparés à la maison.
Et nous avons de nouvelles initiatives passionnantes comme le SUN, Scaling Up Nutrition, qui signifie l'intensification de la nutrition, un effort mondial visant à rassembler les pays et les dirigeants du monde pour lutter ensemble contre la malnutrition. Aujourd'hui, plus de 20 pays sur les 3 continents ont indiqué qu'ils mettent à l'échelle la nutrition et se sont engagés dans SUN, et de nombreux autres pays manifestent leur intérêt à devenir des membres de ce mouvement. Les pays membres ont rejoint plus de 100 organisations internationales et des bailleurs de fonds pour la première fois se rallier autour d'un agenda commun et des solutions, dans l'espoir de mobiliser l'engagement général pour avancer l'ordre du jour de la nutrition. La malnutrition est un problème mondial. Trouver une solution doit être une responsabilité partagée. Nous avons les preuves et nous savons ce qui marche. Nous devons miser sur le mouvement SUN pour intensifier les interventions de nutrition. Les mouvements mondiaux ne se produisent pas tout seuls. Nous avons besoin de nous unir pour renforcer ensemble la compréhension du public et la volonté politique. Nous avons besoin de mobiliser des ressources supplémentaires et mieux aligner l'aide des partenaires au développement, reconnaissant que le secteur privé a un rôle positif à jouer et est susceptible d'être une partie importante de la solution. Et nous devons nous assurer que les interventions nutritionnelles clés sont intégrées dans les stratégies de développement à travers les secteurs, y compris la santé, l'agriculture, l'éducation, le développement rural et les programmes de protection sociale. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater une occasion. En restant positifs et en travaillant ensemble, nous pouvons nous baser sur nos réalisations d'auparavant. Nous pouvons élargir les interventions de l'intervalle d'opportunité des 1000 premiers jours pour ceux qui en ont le plus besoin. Et nous pouvons garder la nutrition en hausse.